Mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. À votre avis, quel est le point commun entre tous ces appareils? Regardez, je vous les montre. Ils sont tous différents, vous avez vu, des couleurs, des formes, des tailles, des conceptions. Je peux même vous montrer celui-là. Voilà. À votre avis, quel est leur point commun? Eh bien, ce sont tous des relais. Et il y a deux familles bien différentes. Il y a ce qu'on appelle les relais statiques. Vous en entendez souvent parler dans nos chaînes où on parle technique. Le relais statique et le relais électromécanique. Et dans les relais électromécaniques, il y a aussi des sous-familles. Il y a des relais temporisés, il y a des relais auxiliaires, il y a des contacteurs de puissance qu'il ne faut pas confondre avec un relais auxiliaire, puisque un relais auxiliaire, on ne passera pas de puissance. Comme celui-là, par exemple, on ne passera pas de puissance. C'est un petit relais, un relais auxiliaire. Là, c'est un contacteur. Un contacteur, c'est un relais, sauf que, eh bien, il est de la famille des contacteurs de puissance. On va faire passer de la puissance à travers. Et n'utilisez pas le mot contacteur quand vous parlez de fin de course. Il y a beaucoup de gens tout le temps qui utilisent ce mot. Ah, le contacteur, non. Quand vous avez un switch comme ça, vous appuyez dessus, ça fait clic, clic, clic pour donner une position. Ce n'est pas un contacteur, c'est un fin de course. Et ça, c'est souvent des abus de langage qui sont pénibles pour les gens comme moi. Ça me fait hérisser les oreilles. Un contacteur, c'est un organe de puissance pour alimenter, je ne sais pas moi, un moteur, une grosse résistance. Bref, un contacteur, c'est un contacteur. C'est ça un contacteur. Ça, c'est un relais auxiliaire qui va se monter sur le contacteur, mais ça, c'est un contacteur. Voilà. Quand il va se coller, il y a une bobine dedans, il va faire passer de la puissance. Contacteur de puissance. Ça, on peut y considérer comme un relais. C'est la même fonction, sauf que c'est un relais temporisé. Il y a aussi des relais horloge. Bref, tous ces organes servent à transmettre une information ou alors à faire passer de la puissance. Et puis, on peut considérer aussi, pourquoi pas, un télérupteur qu'on a chez nous. Vous savez, quand vous avez plusieurs boutons que vous actionnez, vous entendez dans le tableau électrique, clic, eh bien, c'est un télérupteur. Ce n'est ni plus ni moins qu'un relais de puissance qui va faire passer jusqu'à 16 ampères. Sauf que, eh bien, lui, il ne revient pas à sa position naturellement. Quand on appuie sur le bouton, il reste bloqué. Et quand on rappuie sur le bouton, il se débloque. Tandis qu'un contacteur ou un relais standard, on va dire, eh bien, lui, quand on va l'alimenter, eh bien, il va se coller. Par contre, quand on arrête de l'alimenter par la bobine, eh bien, il se décolle tout seul. C'est-à-dire qu'il faudra un auto-maintien. À la différence d'un télérupteur. Télérupteur, j'appuie une fois, j'envoie du jus sur la bobine, je relâche le bouton. Vous avez vu, hein, quand on appuie sur le bouton poussoir, on l'entend. Clic. Et là, la puissance, eh bien, elle est à on, mais elle va rester à on. S'il y a une coupure de jus, le télérupteur, lui, va rester dans sa position qu'il était. Il faudra rappeler. Donc, le jus va revenir, bam, vous allez retrouver la lumière. Comme elle est, enfin, on va dire que c'est un peu, télérupteur, c'est un peu une fonction mémoire. Hein, voilà, on peut considérer ça comme une fonction mémoire. Donc ça, c'est un télérupteur. Un télérupteur, ça passe aussi de la puissance. Donc on peut considérer ça comme un contacteur, même si dans l'industrie, on aime bien appeler les choses comme elles se doivent. Et puis voilà, un autre contacteur. Ça, c'est un contacteur de puissance. Par exemple, pour alimenter, je ne sais pas moi, chez vous, un chauffe-eau. Une grosse résistance ou je ne sais quoi. Pour faire passer la puissance. Ben, celui-là, c'est pareil. Il est alimenté, il va se coller. Il n'est pas alimenté, il va se décoller. Il ne tient pas. On est obligé d'utiliser aussi un automaintien ou un interrupteur. Bref. Et puis ça, c'est un tout petit relais de commande. Ça va être plus pour relayer de l'information. Par exemple, transformer une information en 230 volts en 24 volts. Pourquoi pas? Voilà, ça c'est un petit relais. Et puis on va passer à donc le sujet de la vidéo, puisque je vais vous montrer un truc qu'il faut absolument faire quand on a du relais statique. Ça, c'est un relais statique. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'il a la même fonction qu'un contacteur de puissance. Vous voyez, hein, ça, c'est un contacteur de puissance. Ben, lui, un relais statique, c'est bien souvent, on va y faire passer beaucoup de puissance dedans. Alors, à quoi ça sert un relais statique? Pourquoi on utilise un relais statique? Les relais statiques sont souvent utilisés parce qu'ils vont être beaucoup éprouvés en termes de pilotage. Ce genre de contacteur-là, ce qu'on ne peut pas faire avec, enfin ce qu'il n'aime pas, c'est ça.
c'est souvent les piloter. Il y a des utilisations pour faire de la régulation, envoyer des trains d'ondes sur par exemple une presse à injecter où on viendrait chauffer du plastique. Eh bien, on va envoyer des trains et du coup, eh bien, on va souvent appeler la bobine pour faire passer la puissance. On laisse passer la puissance, on ne laisse pas passer, on laisse passer, on ne laisse pas passer. Et on fait ça plusieurs fois, pourquoi pas par seconde. Eh bien, on ne pourrait pas faire ça avec un contacteur électromécanique puisque tout cela sont électromécaniques. C'est une bobine à l'intérieur, il y a de la mécanique, ça va se coller, ça va se décoller. Il y a des lames comme ça qui vont se toucher pour faire contact entre là et là. Et ben, ça n'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que ça arque. Il y a des arcs électriques, puis la bobine non plus ne va pas aimer. Bref, ça c'est fait pour faire passer beaucoup de puissance, mais pour être piloté, voilà, on va dire une fois toutes les, je sais pas moi, une fois toutes les minutes, les 30 secondes, bref. Mais c'est pas fait pour faire ça plusieurs fois. Tandis que l'air statique, on peut, puisque à l'intérieur, en fait, c'est de l'électronique de puissance. Et on peut le piloter plusieurs fois par seconde, pourquoi pas, pour permettre de pouvoir réguler. C'est-à-dire que c'est un appareil qui va laisser passer la puissance au même titre que celui-là. On va le piloter avec une bobine au même titre que celui-là ou n'importe lequel. Donc on va mettre du plus là et du moins là. Du coup, eh bien, il va devenir passant quand on va l'alimenter et il va laisser passer la puissance par ces deux grosses bornes ici. Et bien ça, on va pouvoir le piloter plusieurs fois par seconde. C'est très pratique parce que eh bien, ça supporte, c'est fait pour ça. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'un relais statique qui est piloté souvent, puis qui va laisser passer de la puissance, souvent ou pas d'ailleurs, eh bien, c'est un appareil qui va chauffer énormément. Et il va falloir dissiper les calories. Par contre, il n'est pas électromécanique. Il n'y aura pas de soucis liés à des arcs électriques, à de la mécanique qui va s'user à terme. Voilà, ça, c'est inusable. Par contre, ça peut quand même claquer, mais ça supporte très mal la chaleur. Et vous voyez ce qu'il y a derrière? Eh bien, c'est un dissipateur thermique. Bien souvent, c'est quoi? C'est de l'aluminium, on appelle ça un radiateur. Et donc, il va chauffer. Et les calories, eh bien, elles vont se dissiper passivement. Comme l'alu, c'est un très bon conducteur thermique. Ce n'est pas le meilleur, hein, ce n'est pas du cuivre, mais au rapport qualité-prix, c'est quand même pas mal. Et l'alu, eh bien, il va dissiper les calories émises par le relais statique que vous voyez ici. Et donc, c'est pour ça qu'il est aussi épais. S'il n'y avait pas autant de calories à dissiper, cet appareil ne serait vraiment pas épais, il serait vraiment comme ça, puisque la partie active, elle est vraiment logée que là-dedans. Voilà, là-dedans, il y a un gros MOSFET, on va dire. Eh bien, le MOSFET, il va émettre beaucoup de chaleur qu'il va falloir dissiper. Ça va permettre à quoi? Au relais statique de durer très longtemps. Et celui-là, eh ben, on va pouvoir le piloter extrêmement longtemps et à des fréquences assez élevées pour envoyer des trains d'ondes pour faire de la régulation. Et ça, c'est souvent utilisé pour faire, je vous dis, de la chauffe dans l'industrie. Ça peut être chauffé n'importe quoi, mais voilà, c'est très utile. Et ce qu'il faut faire, quand ils ne sont pas équipés, parce que je vais vous montrer le relais statique que j'utilise, que j'adore, qui est le LSA, lui, on le reçoit, il n'a pas de dissipateur thermique au cul, puisque il est vendu séparément. Puis il y a même des gros relais statiques comme ça, on peut mettre carrément un ventilateur. Par contre, ce qu'on est obligé de faire sur certains relais statiques, eh bien, c'est d'utiliser de la pâte thermique. Je vais vous expliquer pourquoi il faut le faire. Vous voyez sur relais statique, donc c'est le LSA, c'est un relais statique qui va pouvoir passer jusqu'à 40 ampères. Vous voyez la différence avec celui-là. Celui-là, il va passer 10 ampères. Celui-là, il va quand même en passer 4 fois plus. Et vous voyez cette grande surface-là, qui est extrêmement lisse, eh bien cette surface, elle doit être en contact avec un radiateur comme celui-là pour dissiper les calories et les évacuer de façon passive ou pas. En tout cas, il faut évacuer les calories. Eh bien, le problème qu'il y a, c'est que souvent, quand on va mettre un dissipateur ici appuyé sur la surface, on va le visser, mais c'est jamais parfaitement lisse, si vous voulez. Il y a la rugosité de l'aluminium, il y a la rugosité de la ferraille. Bref, quand on va serrer, peut-être ça va bomber un peu légèrement. Avec la chaleur, ça va se dissiper. Bref, au lieu d'avoir une grande surface d'échange, on peut se retrouver avec simplement des points d'échange et ça participe à griller
le relais statique parce que s'il est mal refroidi, croyez-moi qu'il ne va pas durer longtemps. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser de la pâte thermique. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Donc celle-là, je l'ai trouvée sur Amazon. On a des petites serviettes comme ça pour venir dégraisser la surface sous le relais statique. Ensuite, moi je vais dégraisser aussi au niveau de la surface d'appui sur le dissipateur de mon routeur solaire. Voilà, donc on dégraisse, on essuie. Ensuite, on vient étaler la pâte thermique bien sûr toute la surface. Voilà. Et après, avec la spatule qui est fournie, on n'a plus qu'à étaler ça proprement. On essaye d'en mettre le maximum puisque plus il y aura de surface en contact avec l'aluminium qui va dissiper les calories, meilleur ça sera et meilleure la conductivité thermique sera bonne. Donc on essaye de bien racler aussi. C'est la même pâte thermique qu'on retrouve sur les microprocesseurs dans les PC, dans tout ce qui est informatique. Et avec ça, vous êtes garanti que la conduction thermique va être optimum. Maintenant, je replace mon LSA dans son logement. Et puis, je n'ai plus qu'à remettre les vis pour venir plaquer en fait le relais statique sur la surface en aluminium. Et voilà, maintenant, je suis garanti que mon LSA qui va lui alimenter un ballon d'eau chaude d'environ 3000 watts, quand il va être attaqué en PWM et qui va passer de la puissance à travers, les calories vont être dissipées à l'arrière par ce radiateur. En fait, c'est le fond du coffret, tout le coffret est en partie en aluminium, ce qui va permettre de dissiper toutes les calories. Voilà pour cette petite vidéo, mes petits photons. J'espère qu'elle vous aura appris quelques trucs. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.